Chapitre 25. Dernier acte. Les Gunzig ont été relégués dans un coin moins pourri, à la limite d'une zone commerciale où travaille le père, nous apprend encore Sarah, au gré de ses recherches sur le net. La famille occupe un petit pavillon dans le fond d'une impasse qui s'achève en rond-point. Il nous faut une demi-heure pour nous y rendre, ce qui nous laisse à peine plus de 2 heures avant le moment de l'échange. Mouna arrête le microcar au bas de la rue, à une bonne distance du pavillon. S'il se passe quoi que ce soit d'anormal, tu préviens Sarah, me recommande-t-il. Elle saura comment réagir. Tu ne vas pas faire une connerie au moins? Ne t'inquiète pas, je pars juste en repérage. Si je trouve quelque chose, tu seras la première au courant, ajoute-t-il en désignant son com. Reste à l'écoute. Il s'extrait de son siège avant que j'aie pu répondre, puis se fraye un chemin dans les friches qui prospèrent derrière la rangée de pavillons. Je le regarde disparaître dans le fouillis de végétation, aussi discret qu'un ours en balade dans la forêt. Je n'ai évidemment pas l'intention de rester là à me tourner les pouces pendant que Mouna court tous les risques. Jusqu'à présent, mon partenaire n'a pas eu à se plaindre de mes initiatives. Peut-être qu'un voisin pourra me renseigner sur les allées et venues des Gunzig, tout comme le jeune type l'a fait pour Erwan et sa mère. Je n'ai pas de liquide sur moi pour graisser des pattes, mais je saurais bien m'en sortir avec de la tchatch et mon charme naturel. Après m'être assuré que la batterie de mon com est chargée à bloc, je sors du microcar. Je prends soin de le verrouiller avant d'empocher la clé, puis je me dirige vers la première maison de la rue, protégée des regards indiscrets par une haute haie. Au moment où je tends la main vers la sonnette, j'entends gronder un moteur surpuissant poussé à plein régime. Je me retourne juste à temps pour voir le 4x4 du professeur Kaloum s'engager dans l'impasse. Je reste une poignée de secondes figée, le doigt en l'air près du bouton de sonnette. Un crissement de frein m'apprend que Kaloum est arrivé à destination. On dirait que les événements se précipitent. J'appelle immédiatement Sarah. Le temps pour elle de se connecter à un site d'info non-stop et elle me confirme. Kaloum a été relâché au terme de son audition chez le juge il y a à peine 1 heure. Les avocats de Protex sont les plus chers, donc les meilleurs. Apparemment, aucune charge ne pèse contre lui. Michael était optimiste en pensant qu'on l'inculperait, au moins pour sa responsabilité comme doyen du camp. Alors ça veut dire que les flics ne s'intéressent pas à lui, qu'il est libre comme l'air ? Je suppose, oui. Et si Descartes a suivi les infos, ce dont il n'a aucune raison de douter, il a dû arriver à la même conclusion et contacter le professeur, sans doute avec le com des Gunzig, car le sien restait inactif. Je commence à comprendre comment fonctionne cet individu. C'est un redoutable manipulateur. Il avait parfaitement sa place dans le camp. Il sait comment forcer les gens à se soumettre à sa volonté. Avec Kaloum, il doit jouer sur la peur du scandale, car il connaît sûrement le passé du professeur. Ok, mais ça me dit pas quoi faire. Rien. Surtout, ne fais rien, Lou. Je vais prévenir la police, même si Michael n'est pas d'accord. L'intervention sera moins rapide que si vous vous trouviez en zone in, mais les autorités ne pourront pas rester sans réagir si elles apprennent où se trouve le fuyard. Maintenant, passe-moi Michael, s'il te plaît. Mon silence doit être éloquent car Sarah enchaîne rapidement. J'aurais dû m'en douter qu'il jouerait les justiciers solitaires. On ne le changera pas. Lou, il faut que tu m'obéisses. Essaie de retrouver Michael et dis-lui que je m'occupe de tout, mais ne fais rien de dangereux. Tiens-toi éloigné de Descartes si tu le vois. Promets-le-moi, Lou. C'est juré. Parfait. Garde aussi le bidule à portée de main, juste au cas où tu tomberais sur Erwan. Ah, une dernière chose, laisse ton com branché avec le mien, que je puisse au moins entendre ce qui se passe. Sois prudente. Je range donc l'appareil sans le déconnecter au fond d'une de mes poches, puis je remonte l'impasse jusqu'au niveau du rond-point. En me tenant sur mes gardes, je repère la baraque des Gunzig avec sa façade de béton aussi impersonnelle que celle de ses voisines. Aucun véhicule sur le trottoir. Je suppose qu'ils sont garés de l'autre côté de la maison. Aucun signe d'activité particulière. La rue est calme. Pas la moindre trace de Mouna non plus. Il doit être planqué quelque part derrière le pavillon des Gunzig. Je décide d'en faire le tour. Je me faufile dans le jardin de la maison d'à côté aussi discrètement que possible. Un chien aboie quelque part. J'accélère et je saute le grillage pour atterrir dans une cour où pend du linge étendu sur un fil. Je marque une pause, histoire de calmer les battements de mon cœur. Le chien gueule encore un peu, puis se tait. Dissimulé derrière les draps mis à sécher, je m'approche au plus près de l'arrière de la maison Gunzig. Le 4x4 est là, ainsi que la voiture neuve empruntée par Drake.
mais toujours pas de Mouna. C'est alors que je perçois un frottement derrière moi. Tu es du genre têtu, fillette. On ne peut pas t'ôter ça. Pas besoin de me retourner pour découvrir le propriétaire de cette voix. Une poigne implacable se resserre autour de mon avant-bras. D'un simple geste, Drake me tord le bras dans le dos, m'arrachant un cri. Je suis obligée d'avancer si je ne veux pas qu'il me brise les os. Il me plaque violemment contre le grillage, s'écrasant de tout son poids contre moi, et me souffle à l'oreille. « Tu n'es certainement pas venu seul. Le gros emmerdeur doit rôder dans le coin. » Sans attendre de réponse, il me balance comme un sac par-dessus le grillage. Ce cinglé est vraiment balèze. J'ai à peine le temps de me recevoir tant bien que mal sur le bitume qu'il a aisément franchi l'obstacle. J'espère que le bidule et le com n'ont pas souffert de la chute et que Sarah est toujours en ligne. Drake me chope alors par le col et m'entraîne vers l'entrée de la baraque. La porte s'ouvre devant moi, dévoilant un professeur Kaloum blanc de trouille, le front emperlé de sueur. Drake me pousse sans ménagement dans la cuisine, où m'accueillent 3 adultes que je ne connais pas. Les bâillons et les liens qui les entravent m'indiquent toutefois qu'il doit s'agir des Gunzig et de Betty, ex-Madame Katowski, et un garçon que j'aurais préféré revoir en d'autres circonstances, Erwan. Vous m'aviez assuré que cette fouineuse ne nous poserait plus aucun problème. Kaloum tourne autour de la table comme un lion en cage, la joue agitée par son tic nerveux habituel. Des cernes mauves soulignent ses yeux. J'imagine que son séjour dans le bureau du juge lui a mis les nerfs en pelote. Patrick se contrôle mieux, même s'il a perdu de son flegme. Qu'est-ce qu'il fout là, selon vous? Je me démène pour nous sortir de ce guêpier. Encore un peu de patience, vous n'aurez bientôt plus rien à redouter. Les avocats de Protec me l'ont déjà promis, je n'aurais pas dû venir jusqu'ici. À vous de voir, professeur. Vous pouvez partir, si ça vous chante. Vous avez l'habitude de fuir, quand tout s'écroule, pas vrai? Je ne vous permets pas de... Hé! Le cri du professeur me fait tressaillir. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou! Drake mendie son couteau. La lame jaillit dans un déclic. Je reconnais l'arme avec laquelle Erwan avait tenté d'en finir. Un court instant, chacun suspend son souffle dans la pièce. Tous les regards sont braqués sur la lame qui brille à la lueur des spots, puis Drake s'avance vers moi. Kaloum s'interpose. Ses mains, sa voix tremble. « Vous n'allez quand même pas... » « La ferme, Kaloum. J'en ai plus que marre de vos petits sursauts de conscience. Vous ne posiez pas autant de questions dans le camp. » Rabroué, le prof pète un câble. « Il n'a jamais été question d'assassinat, ni de tout ce à quoi on m'oblige depuis l'arrêt du programme. Mon contrat avec Protec concerne la mise en œuvre du protocole APO. Un point, c'est tout. J'ai accepté de venir vous trouver ici après avoir reçu votre SMS parce que je pensais que vous vouliez vous rendre, mais jamais je ne cautionnerai pareille abomination. » Vous me faites marrer, prof. Vous n'aviez pas le cœur aussi sensible dans le labo de votre joli chalet, n'est-ce pas? Quand vous perciez le crâne de ces mômes pour leur greffer vos appareils. Une démarche scientifique n'a rien d'un crime, s'emporte Kaloum. Protec m'avait garanti que tout était légal. Je n'ai fait que mon travail. Drake écarte les bras, l'air innocent et sourit. Moi aussi, mon job consistait à persuader les familles de ces mômes de collaborer dans la plus stricte confidentialité. Tant que le ministère n'a pas validé l'expérience, Protec ne tient pas à communiquer sur le projet APO. Mais après la fermeture du camp, je serais étonnée que les bureaucrates se mouillent. Qu'est-ce que vous insinuez? Bon Dieu, vous le faites exprès ou quoi? S'emporte Patrick. Vous n'avez pas encore pigé? Protec nous a lâchés tous les deux. Et estimez-vous heureux, ils vous ont envoyé leur avocat pour vous tirer des pattes du juge. Ils devaient avoir peur que vous ne vous mettiez trop vite à table avant qu'une huile du ministère donne l'ordre de classer le dossier. Mais maintenant, ils nieront notre version des faits. Ils en ont le pouvoir. Croyez-moi, je les connais bien. Ils ont les moyens d'effacer aussi facilement leurs fichiers que les mémoires. Maintenant, on est embarqués dans la même galère, vous et moi, professeur, que ça vous plaise ou pas. Une conversation des plus instructives, donc j'espère que Sarah ne perd pas une miette. Pour ce qui me concerne, je suis davantage préoccupée par les intentions de Drake. Écartant Kaloum de la pointe de sa lame, il s'avance vers moi en souriant. Mauvais présage que cette grimace moqueuse, mais au dernier moment, il se détourne et tend son bras armé en direction d'Erwan. « Prends le couteau !» commande Drake, « et termine ce que tu as commencé dans le parc de la villa. »
Descartes, je sais que tu m'entends, espèce de taré. Montre-toi, j'ai ce que tu m'as demandé. Drake suspend son geste le temps de jeter un œil par la fenêtre, puis il repousse brutalement Erwan dans un coin. Allez, amène-toi, à moins que tu préfères que je continue de gueuler. Du coin de l'œil, je peux apercevoir Mouna qui s'égosille, plantée au milieu de la rue, les mains en porte-voix. Il va ameuter tout le quartier, se lamente Kaloum. Je m'en occupe, soyez tranquille, promet Drake. Je peux lire la détermination dans son regard. Croit-il vraiment que Mouna vient lui apporter le kit de fausse identité qu'il réclame? Plus sûrement, il brûle d'en finir une fois pour toutes avec le gêneur qui croise son chemin et celui de Protect depuis toujours. Toi, reste tranquille. Le coup part sans que je m'y attende. Majeur et index soudés qui s'enfoncent dans un point ultra sensible au bas de ma poitrine. Foudroyé, je m'effondre sur le carrelage, les muscles tétanisés. Respirer devient une souffrance nécessaire. Drake est déjà dehors. Mouna n'a pas la moindre chance. Je dois absolument faire quelque chose. Prof. L'impression qu'on me déverse du plomb fondu dans la gorge, juste de l'air. Pourtant, je respire. Non, taisez-vous, m'intime Kaloum. Je reste concentré, refoulant la douleur. Il va le tuer. Je compte sur la panique du savant. De grosses perles de sueur dévalent sur son front, ses joues. J'insiste. Il faut l'empêcher. Comment? Un dernier effort. Erwan. Kaloum s'éponge les tempes. Il approche de la fenêtre, se retourne vers moi, le visage défait, puis se met à fouiller avec frénésie dans les tiroirs jusqu'à trouver un couteau. Je crains un moment qu'il le remette à Erwan et lui commande lui aussi d'achever sa besogne, mais Kaloum s'en sert pour couper les liens qui retiennent les prisonniers. Vous témoignez, mademoiselle, n'est-ce pas? Vous direz que je n'ai jamais voulu en arriver là, m'importe-t-il? Abandonnant le couteau de cuisine, il reflue pas à pas vers la porte de sortie. Suis-moi, ordonne-t-il à l'adresse d'Erwan. Le garçon hésite un quart de seconde, puis se décide. Il disparaît dans le sillage du professeur. Je veux me redresser, mais une décharge électrique me secoue tout le corps et je crie. Betty se penche alors sur moi, m'aide à me relever. Elle possède la grâce inquiétante de son fils. Un puissant moteur se réveille quelque part derrière la maison, le tout-terrain du professeur. Titubante, toujours soutenue par celle que nous sommes venus sauver, son ex-mari et moi, je viens m'appuyer sur le rebord de la fenêtre. Drake et Mouna luttent corps à corps sur le bitume. Ils semblent danser, mais une danse macabre. Horrifiée, je distingue le manche du cran d'arrêt qui dépasse du ventre de mon partenaire, planté dans la double épaisseur de son blouson d'aviateur et de sa graisse, ce qui ne suffit pas à empêcher le sang de couler, noircissant le cuir du blouson. Pourtant, animée par une rage vengeresse, Mouna ne faiblit pas, au contraire. Ses poings volent en direction de leur cible, le visage de Drake. Celui-ci esquive avec facilité et décoche en retour des coups nerveux, vicieux. Mouna n'encaissera pas indéfiniment. Le 4x4 surgit soudain dans la rue. Les adversaires se figent. Le véhicule ralentit pour négocier le rond-point au bout de l'impasse. La portière côté passager s'ouvre et une longue silhouette au crâne rasé en descend, puis le tout-terrain accélère de nouveau dans un vombrissement. Exit le professeur Nelson Kaloum. Ne reste en lice que Drake, l'air surpris, Mouna qui se vide de son sang, et Erwan, toujours sous le contrôle de la broche APO. Personne ne bouge dans la rue, pas plus que dans la maison. Les Gunzig sont trop hébétés pour faire autre chose que trembler dans les bras l'un de l'autre. Betty ravale sa honte pour ce qu'elle a infligé à son garçon. Malgré mon triste état, je suis la seule en mesure de réagir. D'autorité, je fourre mon com sous le nez de l'ex-madame Katowski. Les mots me brûlent un peu, moins en franchissant mon gosier. Sarah est en ligne, racontez-lui ce qui se passe. Je clopine vers la sortie. Chaque pas me coûte, j'ai l'impression de marcher pieds nus sur du verre pilé. Je ne dois pas faiblir. Il faut que je sauve mon partenaire. Lui n'a pas hésité à provoquer Drake pour me venir en aide. Au moment où je franchis le seuil, Mouna tombe lentement à genoux. Géant de papier mâché, il se tasse sur lui-même sous le regard éteint de son fils. Drake effectue un rapide tour d'horizon. Jamais son sourire ne m'a autant donné envie de vomir. Je descends l'allée d'un pas incertain. La colère me soutient et refoule la douleur. « Et maintenant, fillette !» lance Drake. « Il ne reste plus que toi et moi, on dirait. » Je dois fournir un effort surhumain pour répondre. « Tu oublies ton dernier stagiaire. » Dégainant le bidule de Kaloum, je le pointe en direction d'Erwan.
Le doigt sur la molette de réglage. Drake hausse les épaules, il ne comprend pas. Ou bien, ne croit pas que je serai capable d'aller jusqu'au bout. Il a tort. Je pousse l'intensité au maximum, dans le lointain des sirènes mugissent. Drake sourit toujours quand Erwan sort brusquement de sa torpeur, bouillant de haine, et découvre le corps de son père d'où dépasse le manche d'un couteau facilement reconnaissable. L'instinct du garçon, ou son amour filial, peu importe le nom qu'on attribue à cette force, entre aussitôt en action. Erwan se précipite sur Drake stupéfait et le bourre de coups complètement déchaîné. Les sirènes se rapprochent, la confusion la plus totale règne bientôt dans la rue, sur le point d'être envahie par un défilé d'ambulances et de fourgons de police. Drake s'écroule. Je prends alors soin de fracasser le bidule à coups de talon et d'éparpiller les fragments dans les mauvaises herbes qui entourent la maison. Erwan reste un instant hébété puis retrouve son état normal. Il observe le corps étendu, à ses pieds, effectue un rapide tour d'horizon. Un instant nos regards se croisent. Ses lèvres amorcent un sourire, les miennes lui murmurent « Tire-toi ». Je lui jette la clé du microcar et lui indique où il se trouve et comment l'atteindre. En passant par les friches derrière les maisons. Il se gratte la nuque à l'endroit où s'accroche la broche, désormais inutile, avant de m'obéir, sans que j'aie eu besoin d'utiliser autre chose que ma force de persuasion. Le moment venu, un bon chirurgien pourra sans difficulté lui retirer l'implant. Satisfaite, je me laisse tomber par terre, mes muscles refusant de continuer à me porter plus longtemps. Plus tard, quand les policiers relèvent Drake qui gît sur la chaussée, je constate qu'il a enfin perdu son sourire, ainsi que pas mal de dents. Des infirmiers évacuent le journaliste sur une civière. Soutenu par un flic, je rejoins mon partenaire. Je ne suis pas la seule d'ailleurs. Son ex-femme a eu la même idée. Quand il nous aperçoit toutes deux à son chevet, dans l'ambulance qui nous conduit sirène hurlante vers l'hôpital le plus proche, Mouna remue les lèvres, elle forme un nom, ou plutôt deux, Lou, Betty. Ensemble, nous lui prenons la main et nous le rassurons. On est là, Mouna. Lou et Betty parlant d'une même voix, Mouna parvient à articuler. Est-ce qu'Erwan, je le coupe. Il va bien. C'est fini. Drake est dans les mains du GIM. Kaloum s'est encore tiré, mais il n'ira pas bien loin. Et cette fois, ça m'étonnerait que les avocats de Protect le fassent libérer avant un moment. Sarah a enregistré une intéressante confession sous forme de dialogue entre Drake et le prof. Confession qui doit circuler sur tout le net et déjà faire la une de Kamikaze. Super boulot, jeune fille. T'es prête à remplacer le vieux Mouna en cas de malheur. Une boule à l'estomac, les paupières gonflées sous l'afflux des larmes, je proteste. Ne me fais pas ce coup-là. T'as encore plein de trucs à m'apprendre. Trop faible pour continuer à parler, Mouna se contente d'acquiescer en souriant. Un sourire qui éclipse tous ceux de Patrick Drake. Le sourire de mon partenaire.